Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. La troisième avec Arthur Clerget qui passe beaucoup de temps avec nous. N'hésitez pas à le remercier et à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler du sport santé, du sport plaisir et du rapport avec la compétition. Bonjour Arthur et j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour toi, est-ce qu'il existe des risques de santé à faire de la compétition ou pas du tout? Ah, des risques. Ben oui. Ouais, il y a des risques dans tout déjà. Mais en effet, je pense que il peut y en avoir de faire de la compétition. Si, en gros, je pense que la compétition pour la compétition, ça n'a pas trop de sens. On revient un peu sur la dynamique sport ou discipline. En soi, oui, c'est risqué la compétition. Il y a un engagement du corps, de l'esprit très très intense. Jusqu'à quel engagement, jusqu'à quelle limite on peut aller? Ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est un peu l'objet de ton épisode. Euh, Même si elles sont pas objectivables et on peut pas les poser vraiment. C'est tout à chacun, chacun son rapport à la limite, à ce qu'il a besoin dans la compétition, l'adversité. Mais je pense que il y a des risques de santé si l'entraînement n'est pas équilibré ou si le rapport à la compétition il n'est pas équilibré. Quel type de risque est-ce que tu peux développer un peu les risques de quelqu'un? Et est-ce que, j'ai une autre question, les risques sont plus élevés si on fait la compétition très jeune ou est-ce que ça, l'âge n'a pas d'importance? Je vais parler de mon point de vue, je vais parler de mon expérience. Moi, j'ai démarré le judo à 4 ans, dans une dynamique simple et judo-éducative, une approche très club, associative, les copains, tout ça, trop bien. Amoureux de judo, hein, fils de professeur, mes deux parents profs de judo, donc jusqu'ici tout va bien. Puis quand même, la compétition, elle était proposée assez tôt, dans la dynamique où j'étais, hein, en tout cas de la façon de voir le judo de mon père. Et c'est intéressant, parce qu'on en fait quelque chose, puisque c'est un moyen de travailler sur ses failles, ses difficultés. Ça te fait un petit projet euh, pédagogique après pour le professeur de s'être évalué dans le temps du combat arbitré, dans le temps de l'adversité. Donc moi j'ai commencé assez tôt finalement, je sais pas, je pense que les premières petites interclubs c'était vers les 7-8 ans, puis à 10 ans en Benjamin on commence à avoir voilà, des championnats départementaux, puis régionaux en minime, puis en grandissant on en a de plus en plus grands. Et puis l'envie et la motivation grandit, hein. Donc on s'engage de plus en plus, on s'entraîne tous les jours, et puis à partir de 14-15 ans, peut-être 1 à 2 fois par jour. Et puis jusqu'ici, tout va bien, mais moi personnellement, je pense que c'est à cette période où justement j'étais tellement orienté vers peut-être le résultat sans écouter un peu des signaux un petit peu plus faibles de mon corps et de mes limites, que finalement 10 ans après, à 24 ans, je me retrouve avec une hanche arthrosée, à un niveau d'arthrose de stade 4, comme quelqu'un qui a 50-60 ans. Et là, on paye les pots cassés parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec une boiterie et des douleurs aussi intenses? Donc, du coup, été opéré parce que les douleurs étaient trop fortes. J'ai eu une prothèse et j'ai dû arrêter ma carrière parce que j'ai eu la même chose de l'autre côté, de l'autre hanche. Donc pour moi, regardant dans le rétroviseur, oui, la compétition m'apporte énormément et m'a énormément apporté, mais je pense que des comportements que j'ai eus jeunes étaient à risque. Et les effets se sont manifestés longtemps après, comme dans beaucoup de mécanismes. Et finalement, je pense que si plus jeune, j'avais une meilleure conscience un petit peu des limites imposées par la douleur, par l'entraînement excessif et excessif, en tout cas pas équilibré par de la récupération, une bonne hydratation, un bon rapport aussi aux catégories de poids, hein. On faisait un peu n'importe quoi, il n'y avait pas assez de connaissances sur les régimes. Voilà. Donc tout ça a fait que, je pense, j'ai largement fragilisé mon corps ou j'ai dépassé les limites qui me signalaient en fait. Des douleurs que j'ai pas su saisir, qui auraient pu encadrer et organiser mon entraînement, ma pratique et peut-être même mes choix de compétition, etc., etc. Voilà, je pense que c'est vraiment une culture du no pain no gain excessive qui fait qu'on s'écoute pas
et que tôt ou tard on paye la facture. Moi je l'ai payé, voilà, c'est du passé, c'est comme ça, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre en considération les risques d'une pratique pas forcément équilibrée, hein, et qu'on peut peut-être euh, changer un petit peu le rapport au toujours plus, à toujours l'entraînement de plus, à aller encore plus loin, alors que non, notre corps, il a des limites qu'on peut jouer avec, repousser. Il faut savoir jouer avec, pour ça, il faut les discerner, faut les sentir. Et après, peut-être qu'avec bienveillance, on peut les pousser. Voilà. Mais voilà, c'est la question qu'il faut se poser, hein, c'est, je pense, que est-ce que la compétition contribue au bien-être physique et psychologique du compétiteur? Est-ce qu'il améliore notre capacité à affronter la vie quotidienne? Ah ça, je dis oui, mais. Merci pour cette réponse, merci pour ce témoignage, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément évident à faire en public. Euh, Merci pour ce retour. Alors, comment justement est-ce qu'on pourrait équilibrer une pratique qui est quand même compétitive, quelqu'un qui aime faire de la compétition, parce que tu le disais, il y a des points positifs aussi, il y a énormément de choses à en tirer. Comment est-ce que quelqu'un qui aime ça pourrait équilibrer pour sa santé, pour éviter d'avoir les écueils que toi tu as eu à subir? Est-ce que tu aurais des idées déjà? Tu as réfléchi dessus ou pas encore? Bah clairement, j'essaie de trouver des solutions pour moi déjà, parce que moi j'aime encore. Alors j'ai arrêté la compétition, j'ai eu assez de ce que j'avais besoin, Mhm. que ce soit en termes de résultats, de reconnaissance, et encore, hein, on en a tous besoin à un moment donné. Et puis de toute façon, les limites se sont imposées. Mais j'ai encore besoin d'adversité, j'ai encore besoin de combat. Et peut-être que dans un certain cadre, ça m'amuserait d'aller refaire une petite compétition par équipe, par exemple. Mais voilà, je pense que si, euh, si je le prends comme un... Je sais ce que je viens chercher dans cette adversité, dans cette opposition, me rencontrer dans des difficultés que j'ai peut-être pas ailleurs, me prouver une valeur, si je le sais, c'est une autre histoire. Voilà. Mais si je le prends surtout comme un moyen de me développer, quoi, de me donner un petit rendez-vous avec mes failles, avec ce que l'adversaire et l'adversité va me renvoyer, ça déjà c'est déjà un peu plus apaisant. On me disait, moi je vais apprendre. Mhm. Déjà quand on se dit ça, on s'engage pas dans un stress psychologique qui devient un stress physiologique. Après, il y a la dimension beaucoup plus pragmatique de gérer son entraînement, et ça, encore une fois, je te renvoie à la connaissance des kinés, des préparateurs physiques, des sciences du sport, donc pour tout ce qui est régénération, tout ce qui est... Voilà, ça, pour moi, ça équilibre clairement. Si à la fin de mon entraînement, je pense déjà à l'entraînement d'après pour aller dans le plus, 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 non, si je prends le temps d'établir ce que je viens de réaliser, de m'en contenter, de prendre du recul avec moi-même, avec un petit écrit, un carnet de notes, un carnet de perception, ou avec mon entraîneur, déjà là, je suis dans une approche où je suis pas dans le toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Celle-là, elle est dangereuse. Voilà, Mhm. ça j'en suis convaincu. Parce on navigue à vue et on ne sait pas où on va. Donc, et il y a aussi la préparation mentale, bien sûr, c'est leur science, ça, hein, leur connaissance. Maintenant, que faire je pense que je pense que je reviens un peu sur ce qu'on a évoqué dans le dernier épisode, sur revenir à des états un peu plus de calme, parce que cette altérité entre le calme et l'engagement très intense qu'est le combat et la compétition, il est intéressant. Donc revenir à des pratiques plus douces de temps en temps, pour des pratiques plus fortes dans l'entraînement ou dans le combat, ça pour moi ça vient équilibrer le niveau d'engagement, l'engagement physiologique, l'engagement mental. Et là on a quelque chose qui se recycle. Moi j'aime bien parler d'entraînement écologique. Mhm. Là ça devient intéressant et puis en plus c'est plus plaisant. Encore une fois on met l'église au milieu du village, il faut aussi se faire plaisir, on est là pour aussi jouer. Et c'est des sensations fortes qu'on vient chercher aussi dans la compète, hein. Mais faut les équilibrer, je pense. D'accord. Ouais, il faut réussir à trouver le juste milieu et surtout pas hésiter à en discuter avec des préparateurs autour de nous. Ouais, ou on n'a peut-être pas toujours accès à ça, donc c'est pour ça qu'il faut aussi un minimum d'introspection, un Mm. minimum de un temps par rapport à ma limite, où j'en suis. Est-ce que je suis en train de les péter et d'aller voir tout le temps au-delà? Et à un moment donné, il y a un niveau de nervosité ou de fatigue qui va s'installer et on va vite le voir. Il faut capter ces signaux faibles. C'est ça ma réponse en fait. C'est Mm. qu'il faut capter ces signaux faibles de limite pour pouvoir jouer avec, les intégrer et peut-être se référer à un professeur, un entraîneur, un spécialiste.
certes, mais quand on n'a pas accès à ça, déjà au moins, avec soi-même, se regarder, quoi. Mm. Se regarder, est-ce que Mais bon, c'est pas toujours évident, hein, d'aller se regarder en face, c'est plus souvent facile quand c'est celui qui est en face, donc l'adversaire ou le partenaire, qui vient nous faire réaliser nos propres difficultés. Mais encore une fois, il faut en faire une lecture de ça, de l'échec. Ouais, je comprends. Mais je te remercie. Un conseil qui est très très important, je pense. Euh, je voulais juste rebondir sur la nutrition. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. On a fait une interview avec Amélie Guillure, que tu dois connaître. Euh, on a fait toute une interview sur la nutrition et un peu comment elle avait vécu ses problèmes de régime, etc. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés avec les régimes, les catégories de poids ou pas du tout? Ouais, bien sûr, et je pense que ça engendre aussi pas mal de traumatismes physiologiques et aussi psychologiques, mais moi je suis convaincu des bêtises que j'ai fait par rapport à mes régimes. Parce que voilà, c'est des catégories de poids où on doit tenir un certain poids, donc on impose quelque chose un petit peu à notre organisme dans une temporalité qui pour moi, au niveau de la délaissance, c'est vraiment très dangereux. Là, je mets un grand drapeau rouge, attention, j'ai fait des bêtises que j'ai regrettées plus tard, ça je te l'ai assez dit, mais clairement on vient ralentir le développement, on vient, on vient vraiment se faire du mal à des fois forcer parce qu'on se rassure hein, dans le stress, on se rassure sur ce qu'on sait, on se rassure dans notre zone de confort, on pense à une certaine catégorie de poids, on est meilleur, alors que finalement on se met plus de bâtons dans les roues que de se libérer et des fois de monter de catégorie pour avoir plus d'énergie ailleurs. Mais bref, oui, oui, c'est un grand risque de santé, les régimes. Et là, je vous demande de faire attention et surtout de se référer aux bons professionnels qui sont les diététiciens et préparateurs, les nutritionnistes, pardon. Il y a toute une connaissance qui est des fois difficile à assimiler, cerner, mais attention, les régimes, c'est dangereux. Oui, oui, c'est sûr. Merci, merci pour ce retour. Euh, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, enfin, merci parce que c'est une vidéo quand même qui est assez intime. Tu rentres dans les détails, tu expliques tes erreurs. Donc vraiment, enfin, n'hésitez pas à la partager parce que c'est pas évident pour un athlète de rentrer dans des choses qu'il a faites et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même une vidéo qui est intime pour lui. Donc n'hésitez vraiment pas à la partager pour le soutenir et pour ben, faire connaître ses paroles qui sont pas tout le temps libérées. Comment le judo pour toi, et peut-être les arts martiaux en règle générale, peuvent être au contraire un moyen d'être en meilleure santé, d'entretenir sa santé? Bah tout simplement ça fait du bien. Tout simplement on joue. Alors ça on va remettre le jeu au cœur du sujet. Il y a énormément de dimensions, hein, dimension physiologique, dimension psychologique, dimension sociale. C'est beau de se retrouver autour d'une passion, point barre. Mais pour la santé en soi, bah voilà, dans la santé mentale, il y a tout cet intérêt, plaisir, engagement, qui fait que en fait cette motivation d'aller se dépasser par le jeu, avec le partenaire, par l'adversité, fait que finalement un engagement physiologique que je ne trouve pas ailleurs. Pour moi personnellement, j'arrive plus à faire du cardio training alors qu'une bonne séance de combat nous engage dans tout ce qu'on a besoin, Mm. plan cardiovasculaire, musculaire, enfin tout. Je pense de toute façon c'était le projet du fondateur. Hein. Nous c'est Jigoro Kano, un projet Oui, d'éducation et de santé. L'UNESCO, ils nous ont sorti en 2000, je sais plus, 2016, quelque chose comme ça, une belle mise en valeur un peu du judo, montrant que c'était le sport pour le développement des enfants, pour tout ce qui est rapidité, souplesse, coordination, développement de la personnalité, de la confiance en soi, des choses comme ça. Euh, Moi maintenant, avec mes études en psychomotricité, j'y vois plein de choses. Sur le côté éducatif, il y a aussi l'idée de le code moral hein, qui est très français, hein, mais encore faut-il l'intégrer que de donner des mots, des grands mots. Et c'est vrai que toutes ces valeurs de respect, de discipline, de comprendre que l'autre c'est un partenaire qui te fait avancer et que c'est pas un adversaire qu'il faut casser en deux. Ça, clairement, dans la vie, c'est vrai que voilà, c'est un cadre éducationnel assez intéressant. Et c'est corporel. On intègre ça sans pour autant le dire des fois. Je pense qu'il faudrait peut-être en parler un peu plus,
sans en faire un... Avec des copains, on parle de code mural. Tu sais, souvent on parle des grandes notions, des grandes valeurs. Il faut les intégrer tout simplement, hein. Le professeur, le dojo, les règles, sans être enfermé dedans. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à me dire, sur le plan psychomoteur, je vois des beaux intérêts. Spécifiquement dans la pratique judo, moi j'étudie un petit peu les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Franchement, en termes de gestion d'impulsivité, gestion de distraction et d'inattention, le cadre imposé par le cadre visuel du carré déjà, donc déjà on gère l'espace, le cadre éducationnel dont je viens de parler, ce qu'incarne le prof de judo, dans le respect des règles, enfin tu vois bien, on frappe personne, on gère sa force, on gère sa colère, enfin on gère ses émotions, et on sait très bien que quand on déborde, soit on tombe, soit il y a le professeur ou l'arbitre qui nous rappelle à la règle. Donc ça, sur le plan éducatif et gestion de l'impulsivité, top. Sur le plan distractibilité, comment revenir toujours à une information pertinente, ce que nous disent les sciences cognitives, hein, moi c'est ce qui me passionne. Ben, clairement, on passe son temps à être connecté à son corps et au corps de l'autre. Mm. Et ça, sur le plan allez, neuropsy, c'est top, quoi. On est chaque instant connecté à ce qu'on ressent pour pouvoir trouver la faille et faire tomber l'autre. Ça, je trouve ça, c'est une très grande vertu, une belle vertu pour entraîner ses capacités de concentration, d'attention. Donc ça, c'est cool. Ça, voilà, c'est des choses. Moi, j'en fais cette lecture maintenant pour la santé, parce que pour moi, la santé, c'est tout ça. C'est plutôt, je suis plus dans le champ de l'éducation, de la prévention. Ça, c'est ma vision du judo aujourd'hui, quoi. Il y a plein de belles choses dont on ne s'en rend pas compte. Maintenant, le judo ne guérit pas tout le monde, mais c'est de la belle prévention pour pas mal de risques, et nos risques de Mhm. civilisation liés à certainement l'agitation, comme les risques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de risques biopsychosociaux, stress, anxiété, etc. Et ce qui se passe dans l'effort, ce qui se passe dans la gestion de son corps, de ses émotions et tout ça dans cet espace-là qu'est le dojo. Et après, et après, il y a l'expression de soi. Il y a ça, c'était le côté, il y a le développement de soi, de son développement personnel. On vient jouer, comme on disait, on vient se rencontrer dans le groupe. Et surtout, moi aujourd'hui, je le vois aussi comme un art. Enfin, surtout, avant tout, chacun y voit ce qu'il veut dans le judo. Chacun y voit ce qu'il veut dans la compétition. Je pense sincèrement que c'est un art avant d'être, enfin, c'est un art martial, c'est aussi complexe que ça, mais dans l'art, je pense qu'il y a une expression de soi, de faire peut-être son geste à soi, euh, son art à soi, ce qui nous correspond. C'est le côté artisanat, moi, qui me va bien aussi, c'est qu'on se façonne. Mm. On se façonne par l'expérience. Quand je répète quelque chose, je façonne mon corps, mon esprit, au quotidien, et de séance en séance, et d'année en année. Et puis c'est le partenaire qui me renvoie à mes difficultés. La vérité, elle est simple, hein, chez nous, hein. Tu chutes ou tu fais chuter. Mm. Donc tu peux pas beaucoup te mentir non plus. Donc Ouais. tu te façonnes dans l'expérience. Et ça c'est beau. Tu as parlé plusieurs fois de la place de l'enseignant. Et finalement, comment est-ce qu'on peut dire que l'enseignant cristallise le lien social? Et déjà, quelle est la place du lien social dans le judo? Tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que ce lien social est vraiment important? Et surtout, comment l'enseignant peut le cristalliser? Déjà, je pense que l'enseignant, il doit être un pivot, dans le sens où il doit faire... c'est pas un berger. C'est pas j'emmène les moutons où je veux. Mhm. C'est... J'ai une vision, je sais à peu près où j'emmène en fonction de ma pédagogie, en fonction de ce que je vois dans le judo, ce que je veux transmettre aux élèves. Et je vais faire pivoter un petit peu le besoin du groupe ou de chacun vers quelque chose qui développe le groupe où l'individu se retrouve dans le groupe, notamment chez les plus jeunes. Mhm. Et je pense que ça c'est essentiel jusqu'à au moins l'adolescence. Pour étudier un tout petit peu l'enfant et l'adolescent, on se construit dans le groupe. Mhm. Aujourd'hui, il y a un peu ce côté individualiste, et notamment nous adultes, on a ça, hein, toutes nos petites vies et nos vies à nous à mener. Et je pense que le judo nous permet de nous raccrocher à un effet groupe qu'on a un peu perdu. On est des êtres sociaux, on a besoin de coopérer, on a besoin aussi de se confronter, mais je pense qu'à un moment donné, le professeur, il peut diriger sa séance pour que
on aille dans une direction soit qu'on n'avait pas pensé, Mhm. soit qui nous correspond à un instant ou dans l'année, dans ce qu'il avait prévu, etc. Donc je pense qu'il peut orienter un petit peu le groupe comme ça. Mais voilà, et je reviens, enfin tu m'as demandé pour le professeur, oui, il a un rôle, c'est un appui super important le professeur. Il vient renforcer, enfin il vient en complément du cadre familial, je crois, et il vient renforcer un peu un besoin du développement de l'enfant, de l'individu, ou même du plus âgé, hein, mais c'est un appui, quoi. Mhm. Il a une maîtrise, et puis on s'appuie sur lui pour se sentir dirigé. Donc ouais, pivot, ça me va bien, j'aimerais bien le cristalliser, enfin, l'appeler comme ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est une très très belle image. Je te remercie. Encore une fois, c'est quelque chose qui est inspirant pour moi, en tout cas en tant que jeune enseignant qui cherche sa place. Et je pense que ce sera même inspirant pour des anciens pour réfléchir à sa place. C'est toujours intéressant, je pense, de se remettre en question. Euh, En quoi le taïso est un outil important pour le pratiquant? Je sais que tu fais des stages de taïso, que tu y prêtes une attention particulière. Pourquoi c'est quelque chose d'important pour le pratiquant? Ben, en fait, le taïso, on peut le définir comme on veut. Je vais te le définir comme moi je l'ai vécu. Mhm. Pour moi, c'est un temps. C'est un temps qu'on prend en début de séance dans une séance spécifique pour se mettre un petit peu en préparation. Préparation du corps. Il me semble que taille, c'est le corps. Donc ça va être préparation du corps et de l'esprit finalement. Aussi simple que ça. Moi, où j'ai appris le judo, c'était en début de séance. Un du groupe comme ça, choisi à la pioche comme ça, et puis qui nous montre, qui organise le taïso, quoi. Donc déjà en fait, l'intérêt pour moi c'est que on se ressent sur soi-même, son propre corps. C'est un Mhm. temps intermédiaire en fait. C'est un temps intermédiaire avant d'apprendre, avant de jouer, avant ce que tu veux. Et ça nous met un peu à l'abri de l'agitation du quotidien. On est tous affairés, mais les enfants sont stressés par l'école, par tout ça, on est tous agités. Et quand tu prends un temps intermédiaire pour redescendre un peu ton état émotionnel, ton état de vigilance, pour te recentrer dans ton corps, déjà là, la pratique sera pas la même. Donc, c'est un retour à soi. Et après, Mhm. on en fait ce qu'on en veut. On y va avec une relaxation dynamique, donc très basse, à certains groupes pour une certaine population qu'on a besoin. Pour les enfants, on les tient pas parce qu'ils ont un niveau d'attention qui est pas le même. Donc on va être beaucoup plus dans un mouvement un peu plus dynamique. Mais au moins on se ressent un peu sur ces sensations. Pour moi, je sais pas comment dire, mais ce serait une pédagogie de la perception. Mhm. Tu vois, on apprend au moins à percevoir des choses, à se ressentir déjà. Après, on fait comme on peut. Mais au moins ce temps, il permet le plaisir et le développement de la suite, je pense. Mhm. Quelle est la différence avec un échauffement alors? Bah voilà, on chauffe pour chauffer ou pas? C'est ça, est-ce qu'on chauffe le dojo en courant d'entrée dans tous les sens? Ou est-ce qu'on chauffe soi-même? Non mais c'est une super question. Ça- Pas toujours on a besoin d'un taïso, mais c'est vrai que tout de suite se chauffer pour chauffer, bien sûr qu'on vient s'échauffer dans le taïso, Mhm. que ce soit au Japon, moi où j'ai appris le judo, on vient chauffer son corps, on vient le mettre en exercice. Les capsules articulaires, elles s'échauffent, les muscles, ils se chauffent. euh, il se passe une énergie, une chaleur, on monte en chaleur. Mais un temps un peu plus de présence à soi, je pense, permet le petit scan de est-ce que j'ai mal, où j'ai des tensions, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Des petites questions comme ça, ou même pas à se questionner, à juste ressentir. Ça permet, je pense, une meilleure présence, une qualité d'être dans la séance, que je démarre, je cours. Je te prends un Mhm. exemple. On a quand même, nous, dans les structures, et encore pire à haut niveau, on démarre d'entrée, bim, à Jimé, on court en rond, 3-4 Uchikomi, et vas-y, on va à la bagarre. Ça, c'est l'entraînement externe. On entraîne, ok, physiologiquement, on a fait ce qu'il faut pour que ce soit chaud. On n'a pas du tout été percevoir si est-ce que j'ai mal aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin. Tiens, je me ressens comme ça. C'est mon parti pris, hein. Et t'y vas, et t'y vas, et t'y vas. Déjà, t'as mis aucun cadre à ta séance, t'as mis aucune intention. Et puis en fait, finalement, tu t'es agité, quoi. Mhm. Donc, t'as augmenté tes compétences physiologiques, physiques, certes, mais t'as pas avancé dans ton projet personnel. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup la différence avec l'échauffement,
porte réellement sur la prise de conscience que l'on a de son corps, de ses objectifs. C'est vraiment ce côté introspectif, du coup, la différence avec l'échauffement? Ouais, ouais, je le dirais là, ouais. Et pareil, des fois, il faut savoir aussi pas faire que ça. Mais je pense un peu plus, c'est tout. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Mhm. Il faut pas non plus rentrer dans des méditations ou dans des relaxations très basses à chaque échauffement. C'est pas ça que j'entends, mais je pense que comme on le fait jamais, on vient rien ressentir, voire rien questionner. C'est tout. Enfin, en tout cas, en grandissant dans mon parcours de compétiteur et d'athlète, je me suis peut-être pas assez questionné, donc ça entraîne confusion dans mon entraînement, ça entraîne fatigabilité de dingue, parce que s'il n'y a pas plaisir à se voir se développer ou à ressentir des choses, eh ben on est focus tout le temps sur ses objectifs, et peu importe le moyen, et finalement, bah, au niveau d'engagement que j'ai connu, bah, t'es perdu, puis tu te blesses, et puis il n'y a rien de pire que pas diriger son énergie, Mhm. et pas ressentir. Je te remercie. Je sais que j'insiste un peu, mais c'est pour que ce soit bien clair pour moi et puis pour nos auditeurs, parce que c'est pas tout le temps évident, souvent, quand on entend parler de Taïso. Donc voilà, avoir ton point de vue dessus. Comme tu l'as dit, c'est ton point de vue et il est très intéressant. Donc voilà, je te remercie. Euh, Maintenant, d'ailleurs, juste une question. Je sais que tu fais des stages en live dédiés sur le Taïso. Si des gens veulent te retrouver, ils vont sur l'Instagram et ils auront toutes les infos. Ouais, c'est ça. Sur Instagram ou Facebook, l'idée c'est ça, c'est bah, venir un petit peu remettre au goût du jour, parce que chacun fait ce qu'il en veut. Encore une fois, de cette pratique, moi j'ai pris le choix d'avoir quelque chose sur une prise d'appui consciente, une relaxation dynamique, quelque chose qu'on peut faire que ce soit 3 à 5 minutes en démarrage de sa séance, je Mhm. pense, pour toutes l'intérêt et les vertus que je t'ai dit. Et là, on en fait une séance spécifique. On prend 1 heure pour pratiquer ben, chez soi, parce que c'est la période, hein. Et puis voilà, c'est le samedi matin en ce moment. Mais en tout cas, je pense que c'est un moyen de juste faire un scan. Comment je me sens? Si j'ai mal à la cheville, mais je vais travailler intelligemment avec cette douleur indiquée par le corps, c'est tout. C'est voilà, aussi simple que ça. Oui, mais je te Et on remercie. joue avec. Et Et ça on donne demande vraiment envie de l'autorisation venir d'aller assister à s'entraîner. tes stages. J'ai pas encore eu le temps, mais ça donne vraiment envie. Donc, ça devrait être fait bientôt. Euh, Est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais avoir fait plus souvent dans les dojos? Ça, c'est une bonne question, ça. Euh, c'est pragmatique. Peut-être du Tendo Kuranshu. Tendo Kuranshu, une pratique seul. En plus, c'est la tendance, hein, sans partenaire. Parce que, encore une fois, je pense que seul, dans le vent, le shadow training, on l'appelle comme on veut, ça permet quand même justement d'affiner un peu ses sensations, ses perceptions, voir un petit peu si son geste il est juste soi-même, il est équilibré, il est stable. Puis il y a plaisir aussi à faire seul, pour après faire avec le partenaire. On est un Mhm. sport à deux, hein, donc il faut se saisir tout ça. Mais si déjà on n'est pas sûr de sa stabilité et de ses sensations seul, ça va être difficile de déséquilibrer l'autre. Donc c'est Mhm. vrai qu'un peu plus de pratique Tando Kuranshu, moi j'ai pas mal appris le judo comme ça, hein. On apprend seul, on ressent, on fait ses gammes, il y a le professeur devant, on trouve ses repères, et après on trouve à deux. Voilà, après c'est pareil, c'est un outil, hein. Et moi ça me ferait, je pense que un peu plus de Tando Kuranshu permettrait de ressentir un peu mieux. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui connaît pas du tout cette pratique et qui voudrait essayer de la faire ou qui l'a fait mais qui n'arrive pas à ressentir? Souvent, c'est une question que j'ai. Moi, alors j'utilise le terme shadowboxing, mais c'est la même chose parce qu'on peut faire. Enfin, voilà, j'avais fait une série de vidéos où j'expliquais que 7 points sur lesquels on pouvait travailler le shadow, euh, en montrant qu'à chaque fois on pouvait faire avec des sports de préhension de la même façon. Mais voilà, est-ce que toi, tu as un conseil pour quelqu'un qui n'arriverait pas à le pratiquer correctement pour pouvoir guider un peu ce Tendo Renshu, pardon. Hum, Encore une fois, je vais essayer de pas trop être descriptif parce que chacun a son mouvement, chacun a son besoin dans le mouvement. On en avait parlé sur, je crois que c'était l'épisode sur la mobilité, je sais plus. Oui. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de prendre un cadre du genre, quelle est ma posture de base, où est-ce que je veux arriver? Mhm. Voilà, est-ce que je suis stable à l'entrée de mon mouvement? Est-ce que je suis stable à la fin? Même si finalement avec le partenaire, avec le hockey, je me déséquilibre grâce à son poids de corps et je l'emmène et il y a une synergie, un équilibre qui opère entre les deux partenaires. Mais si j'ai une bonne base et une bonne intention avec mon regard à la fin de mon mouvement, de où je vais aller, déjà là je me donne un chemin.
Et dans le chemin, après, bon, voilà, là, oralement, c'est difficile, mais dans le chemin, au moins, j'essaie de ressentir qu'est-ce que j'ai besoin pour passer de l'étape. Nous, on aime bien segmenter le mouvement de judo en trois parties, Tsukuri Kuzuchi Gake, Mhm. déséquilibre, placement, projection. Déjà, si on a des bons appuis, une direction avec le regard de fin, donc un projet moteur, et dedans, on insère on segmente le temps du mouvement en trois temps, déséquilibre, placement, projection. Là, on peut déjà jouer vachement sur pas mal de mouvements. Qu'est-ce que je viens organiser qu'est-ce que j'ai besoin pour mon déséquilibre? Qu'est-ce que j'ai besoin pour mon placement? Qu'est-ce que j'ai besoin pour ma projection? Avec Mhm. ces petites questions-là, euh, le pratiquant, il va organiser sa sensation, sa perception. Mhm. Je comprends. C'est très bon conseil. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais avoir fait moins souvent dans les dojos? Oula, c'est épineux. Qu'est-ce que j'aimerais moins voir? Euh, je pense. Oh, il y a un truc qui est radical, ça c'est sûr que ça me fait un peu mal. C'est les sauts sur la tête, les appuis sur la nuque. Mhm. Alors ça arrive, hein, des fois on en a besoin dans les esquives, mais en fait, j'ai aussi fait ça et je pense que c'est une cata. Il y a toute une culture et mes profs japonais en plus nous montraient ça, d'aller vraiment mettre tout son poids de corps sur la tête. Aujourd'hui, ouf, c'est une culture. D'ailleurs, on a des amis autour de moi, des amis qui sont kinés, qui sont dans la lutte. Ils ont réussi à faire intégrer que c'était interdit parce que Mhm. notre nuque, elle est faite pour accomplir sa fonction de tourner la tête et c'est tout. On a des pieds pour marcher dessus. On n'est pas fait pour marcher sur la nuque. Donc, si on répète trop d'exercices sur la nuque, tout ce qui est discopathie et pathologie cervicale, bingo dans quelques années. Donc ça, oui, ça, j'ai plus envie d'en Ok. voir, si je peux me permettre de me prononcer là-dessus. Mais il y a aussi d'autres petites choses, c'est voilà, des échauffements pas assez intégrés. Je vois encore des fois des séances où on s'échauffe pas et direct on va dans de la chute, du nagekomi, beaucoup trop traumatisant pour le corps. Mhm. Non, 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 il faut se réveiller, et il faut prévenir le corps, attention, on va s'engager, attention, il va y avoir de la chute, c'est violent, c'est pas rien, il faut être vif, et là, des chutes d'entrée à froid, c'est terrible, ça j'ai plus envie d'en voir. Mhm. Mais libre à chacun. Mais je te remercie. C'est vrai que voilà, c'est des conseils santé qui sont intéressants, qui sont pertinents. Donc, ben, merci beaucoup. On va clôturer cette interview avec les deux questions habituelles. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose? Ah, dans la... ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Dans la thématique judo santé. Hmm, bah, est-ce que... comment rester en meilleure santé? Peut-être. Mhm. Moi, je pensais en pratiquant. Ouais, j'aurais bien voulu que tu me poses ça. Comment rester en meilleure santé? Mais Voilà. allons-y. Comment rester en meilleure santé? Bah, simplement que notre passion et notre intérêt pour notre art, notre discipline, notre sport soit la même, le même amour pour le sujet, pour la pratique, et qu'elle évolue en fait. Mhm. Moi, personnellement, je peux plus aller. Mon corps m'a donné des limites. Je peux plus aller dans un engagement que j'ai connu de Mhm. performance très intense. Mais en fait, le judo, je veux qu'elle soit là pour la vie en fait. Donc comment je vais intégrer ces limites et changer mon entraînement pour qu'il reste et ne pas mettre à la poubelle euh, tout ensemble. Et l'entraînement, et ce qu'il représente en termes d'engagement, et tout ça. Pour rester en santé, puisque c'est ma santé mentale qui est en jeu, de nous tous. Mhm. C'est mon amour pour ce sujet. Donc voilà, voilà ça me fait toujours un petit peu de chagrin pour des potes qui ont arrêté le judo et qui finalement c'est peut-être pas le judo dont ils parlent et plutôt la compétition. Et c'est dommage d'avoir passé peut-être Mhm. des centaines et des centaines d'heures à prendre plaisir à chahuter, à faire la bagarre, à travailler son art et son corps et son entraînement pour peut-être le jeter un jour parce qu'il y a des limites où il n'y a plus la motive. Alors ça, c'est tout à chacun. Mais je pense que c'est la prévention en termes de santé de pratiquer. Voilà. Ok, merci beaucoup pour encore une fois ces conseils et ce retour d'expérience. Est-ce que de ton côté, tu as une question que tu aurais voulu me poser? Ben, je te retourne. Qu'est-ce qui,
qu'est-ce que, selon toi, la pratique de l'art martial te permet, qu'est-ce qu'elle te permet pour être en meilleure santé, quoi? Mhm. Mais je te rejoins beaucoup sur le cadre, déjà sur l'équilibre mental, le cadre que ça m'a donné étant jeune. Voilà, ça m'a formé donc déjà à avoir un cadre, à respecter un cadre, à comprendre la vie en société, parce que c'est une micro-société, hein, finalement, le dojo. Ben voilà, il y a un ordre à respecter, il y a du respect à avoir, il y a aussi guider les autres. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi avant l'attrait physique, c'est aussi un bien-être mental, un endroit où on sait que c'est ça que je trouve intéressant. On peut tous se côtoyer, on enlève les attributs sociaux. On arrive, on est tous dans la même tenue, en gi, en kimono, on l'appelle comme on veut. Mais tout le monde est à égalité. Et puis parfois, ben, j'ai côtoyé des gens que j'aurais pas pensé, des ambassadeurs, des choses comme ça, que j'aurais pas pu approcher, j'ai envie de dire, dans la société classique. Donc vraiment, il y a ce côté égalité, épanouissement, et tout le monde est écouté, tout le monde est regardé. On parlait l'autre jour des enfants qu'on regarde, qu'on évalue, le fait qu'on les mette en avant, cette construction-là. Je trouve que voilà, on donne de la place à tout le monde dans un dojo, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît du point de vue mental. Et du point de vue physique, je pense que comme toi, à partir du moment où on le pratique consciencieusement, c'est-à-dire qu'on fait attention à son corps, qu'on sait que parfois il y a des pratiques qu'on va faire qui vont peut-être abîmer le corps, hein, parce que si on va trop intensément dans les choses, on risque d'abîmer le corps. Il faut savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, et qu'à partir du moment où on est en accord avec tout ça, le dojo, moi, m'a permis de trouver un équilibre physique aussi, me sentir bien dans mon corps, accepter mon corps, parce que on se voit évoluer vraiment. C'est ce que tu disais, c'est punitif, hein, on tombe ou on tombe pas, quoi. On tombe ou on fait tomber l'autre. Euh, donc, donc on se voit évoluer. Les indicateurs sont faciles à lire, hein, c'est C'est ça. Les euh, indicateurs, on les a de suite, hein. mais je rappelle, enfin, je me permets, il faut les prendre comme un jeu, quoi. Oui, Faut ah, les prendre mais c'est comme un, tu sûr. vois, tu dis punitif, mais c'est aussi simple que, ah, mais bon, bah, je me retombe, j'y retourne, quoi. Je Ah tombe, oui, j'y non, mais c'est retourne. comme quand on perd en Monopoly, hein, c'est punitif, c'est qu'on a fait les mauvais choix, ou... Mais voilà, c'est pas... c'est vrai que j'ai utilisé le mot punitif, et t'as raison, c'est pas un bon mot, mais... Je crois qu'en plus, c'était ça un peu, l'UNESCO, il parlait de ça, hein, sur le plan cognitif, c'était ça date maintenant, mais c'était que l'enfant était stimulé pour organiser sa réflexion tactique. hmm, C'était une des forces du rapport de bah, tout sur le plan corporel, mais sur le plan cognitif, c'était sur le plan tactique. Voilà, il se passe des choses, organiser sa stratégie. Je suis tombé, attends, bah, comment je vais y retourner, quoi? ouais. Il y a un petit jeu d'échecs, on peut le voir comme un jeu d'échecs, on peut le voir comme une danse, on peut le voir comme du combat pur, hein, mais bon, voilà, on se remet en question très vite, quoi. On n'a pas le choix, Hmm. on tombe. C'est ça. Et il y a un autre point qui est un point qui est à la fois physique et à la fois mental. Euh, Quand on monte sur la surface de combat, quand on monte sur la surface de pratique, euh, dans tous les cas, on est obligé de laisser de côté. Si on veut réussir à s'entraîner, comme dans n'importe quelle discipline, on est obligé de laisser de côté, sauf que en face, là, on a quelqu'un qui, entre guillemets, ne nous veut pas du bien, bien sûr qu'il ne nous veut pas du mal, mais il est là pour lutter contre nous. Donc, on est vraiment obligé de laisser de côté tous nos soucis. Et c'est quelque chose que m'a appris réellement le dojo. Tu as un souci, mais il faut réussir à laisser couler. Et je pense que c'est comme ça que je vis mieux le stress au quotidien aujourd'hui. Et que, voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à gérer tout Bah ça. ouais, je pense que tu fais vite le choix de l'information pertinente, parce en plus, dans le cas de la compétition, c'est là que c'est intéressant, on a 4 minutes pour agir, Mm, pour faire face, notamment si on est mené, etc. Et soit on porte son attention sur le problème, ou sur le score, et là, c'est très compliqué. ouais, c'est ça. Soit on trouve très vite les stratégies d'adaptation, et là, Mm, voilà, nous, c'est voie de l'adaptation, je crois, il me semble. ouais, Et je pense que il doit, il y a de ça, je suis avec le partenaire, dans mon judogi, dans n'importe quel dojo, je peux mettre de côté l'agitation des problèmes du quotidien. mm, C'est un travail sur son état de subconscience. Je ramène mon attention à ce que je ressens, à chaque déplacement, à chaque pas, chaque engagement corporel. Si je suis connecté, bah, je suis peut-être plus efficace, mais en plus, je travaille sur
sur mon attention, ma concentration, donc ma santé mentale. Voilà, c'est un état de présence, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mhm. Aujourd'hui, moi, je m'entraîne que pour ça, hein. Je m'entraîne pour cultiver mon état de présence. Je crois que les Japonais parlent de satori Mhm. dans leur culture. Les préparateurs mentaux, ils parlent d'état de flow. Mhm. Alors, c'est pas un état qu'on vient chercher tout le temps, hein. Il arrive parce qu'on le veut pas d'ailleurs. Mais on s'entraîne à. On s'entraîne Mhm. à ça. C'est ça qui est intéressant, je pense. Bien sûr, je pense que ben, c'est à partir, enfin c'est ce qui est le plus pertinent parce que les Japonais, alors je reprends les Japonais, partent du principe qu'on a trois piliers, hein, donc la technique, le physique et le mental, et que pour être équilibré, pour être heureux dans sa vie, il faut forcément performer sur deux de ces piliers-là. Seulement, on sait que le physique, au bout d'un moment, il s'écroule. Donc, il y en a deux sur lesquels il faut parier, il faut continuer à évoluer. C'est le mental et c'est la technique. Donc, Je vois de apprendre quoi à tu mieux parles. faire les choses et développer son mental. Donc, je sais pas si ça te parle, mais voilà, moi, c'est... Ah ben, je vois de quoi tu parles, hein. Moi, je m'entraîne encore pour reprendre soin de moi, tout simplement. Parce que mon physique, il est dépassé dans les engagements que j'ai eus, mais aujourd'hui, je le cultive aussi. Mais je mets peut-être plus de valeur à mon entraînement sur les autres piliers. Et ça vaut le coup d'ailleurs d'avoir peut-être des phases de son entraînement qui sont orientées sur un des trois piliers que tu as parlé. Je pense que là, on n'est plus sur le cadre de la santé, là, mais tout marche en synergie. Faut pas trop Mhm. segmenter non plus. Oui, bien sûr. En tout cas, je te remercie. Bon, bien sûr, vous retrouverez en lien tous les réseaux vers Arthur, son lien Facebook, son lien Instagram, les liens vers les autres interviews qu'on a pu faire. Vous retrouverez en lien également l'e-book avec les 15 experts à télécharger gratuitement. Bah, si vous êtes judoka, il y a Patrick Roux qui a participé. C'est gratuit, hein, j'insiste. C'est trois conseils pour faire évoluer votre pratique. Il y a des conseils qui vont du MMA avec Tom Duquesnoy, par exemple, en passant par les arts ben, plutôt chinois avec Georges Charles ou ben, l'aïkido avec Léo Tamaki. Voilà, c'est quelque chose qui est très large, donc ben, je vous invite à le lire. Euh, et puis je vous dis à très vite. Merci Arthur d'avoir pris tout ce temps avec nous. Ben, merci Marvin, ça fait plaisir et puis ça permet de se mettre en réflexion personnellement et puis de la partager. Et puis en avant, direction, bah, les dojos ils sont fermés, mais direction la pratique. C'est ça. C'est parti. Merci beaucoup. Tchoubaï.